Bonjour Flora, Bonjour Saverio. on était juste en train de parler de se reconnecter, se connecter à ce qui est vivant en nous. Je change juste la disposition de mon écran parce qu'on n'avait pas nos deux. Ah, oui, exactement. Retrouver le contact avec ce qui est vivant en nous dans l'instant. Et je te disais combien le fait de te voir apparaître sur mon écran m'avait comme facilité l'accès, comme si j'avais pris une autoroute de présence. Ah, oui, comme quelque chose qui vient se brancher et résonner à cet endroit d'ouverture, de sécurité, de curiosité. Mm. Oui, et ça me fait justement penser à une expérience très importante, très forte que j'ai vécue il y a 2 jours dans une séance de thérapie pour moi. Je suis dans une période de stress à la fois parce que j'ai beaucoup travaillé, c'est très bien, mais ça me sollicite beaucoup et parce que le monde est tout de même un peu devenu fou par certains aspects en tout cas. Et que toutes les choses qu'on entend, que ce soit en séance ou en dehors des séances, bah, sont parfois affolantes et difficiles à comprendre. Et c'est pas évident de leur faire de la place. Et voilà, donc j'étais avec tout ça et je me disais par rapport à ce stress, j'ai des outils. Je vais faire de la respiration lente, je vais aller marcher, j'ai quelques mouvements de somatic experiencing et j'ai fait tout ça. Sauf qu'au moment où j'ai commencé la séance avec ma thérapeute, qui s'appelle Florence, j'ai senti exactement ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire que j'ai senti que le simple fait d'être en contact avec elle, un autre humain que j'apprécie, qui me veut du bien et qui m'apprécie, qui me veut du bien, j'ai senti que, pof, je me reposais, que ça, il y avait une tranquillisation, une forme j'étais plus serein et que quelque chose de peut-être plus vivant que ce combat, même ce combat tranquille contre le stress, que quelque chose de plus vivant, de plus vrai, plus profond, plus probant se passait entre nous. Et c'est là que je me suis dit, ben, on a beau connaître plein d'exercices, plein d'outils, plein d'approches possibles, la relation, il n'y a pas mieux. Ah oui, oh comme c'est bon d'entendre d'entendre ton expérience, d'entendre la relation, il n'y a pas mieux. Hmm. Euh, cette connexion, cette, cette, je, je pense à plein de choses en même temps que, enfin, qui sont réveillées. Voilà. Ce que tu disais m'évoquait plusieurs choses. Euh, on a discuté avec mon compagnon à midi. Il me posait la question, si tu devais, voilà, suite à une histoire qu'il me racontait, il me dit, si tu devais payer pour avoir un déjeuner avec quelqu'un, euh, est-ce que tu le ferais et qui tu choisirais? Et puis je lui disais, bah, écoute, je crois vraiment que je, ça me parle pas. Et je me disais, mais enfin, pour élaborer un petit peu, je me disais, bon, les gens qui payent pour déjeuner avec quelqu'un, c'est que je pense qu'ils ont l'intention de recevoir quelque chose de cette personne. Et j'imagine quelque chose de l'ordre du savoir ou d'une transmission un peu intellectuelle ou de leur histoire. Bon, sans parler de l'aspect financier qui est un peu difficile à mettre à cet endroit dans ce cadre d'un déjeuner. Je disais, mais moi, je j'apprends pas comme ça.
j'apprends pas de quelqu'un qui serait expert et qui du coup me transmettrait quelque chose pendant un lunch. Euh, et c'était intéressant parce que du coup, après, il me dit, allez, mais t'es forcé. Et je sais pas, je sais pas, je pensais à tous les gens avec qui j'aimerais manger. Et toi, évidemment, tu es passé dans mon esprit. Je me suis dit, mais bah, vraiment, enfin, moi, du coup, je voudrais manger avec mes amis. Enfin, je voudrais avec des gens avec qui j'ai un lien, avec qui être en présence. Euh, je sais que ça va être suffisant, qu'on va vivre quelque chose que j'ai pas prévu, sur lequel j'ai pas d'enjeu particulier. Je suis en train de le découvrir au moment où je t'en parle. Il y a quelque chose dans cette proposition d'une transaction bah, qui en plus est financière, mais le bonheur d'avoir un échange et un lien euh, dans l'inconnu de ce qui va se vivre. Voilà, dans l'inconnu de ce qui va se vivre parce que il y a cette confiance, il y a cet amour, il y a cette joie, comme tu le dis, ce bonheur d'être ensemble et qu'on n'a pas besoin de prévoir ou de calculer ou d'attendre, simplement, simplement d'être présent et vivant ensemble. Parce qu'être présent et vivre ensemble, déjà, ça va produire des choses merveilleuses. Oui, je t'entends dire déjà et je me dis, mais c'est tout, c'est le tout dedans. Euh, je crois, je crois que oui, il y a pas autre chose quand il y a ce moment présent vécu ensemble et en lien. En tout cas, dans mon expérience, il y a quelque chose de magique de cette profondeur-là et peut-être dans lequel tout peut se déposer et se dissoudre. Oui, parce que dans ce lien vivant et profond, ce que je sens aussi, là, par exemple, c'est la délicatesse. La délicatesse et la nuance qui fait que ton être et mon être ont leur espace, ont leur place, ont leur possibilité de mouvement, de dilatation, de respiration, d'évolution. Et que cette délicatesse-là, elle est, elle est justement, euh, elle apporte la possibilité de la confiance, de se confier. Oui, tes mots me font ressentir encore plus pleinement cet espace et ce mouvement possible et texturer Mm, euh, l'invisible de l'espace mm. qui se crée par nos présences, notre ouverture à la fois à nous-mêmes et à l'autre et en même temps. C'est ça, notre ouverture à nous-mêmes et à l'autre en même temps. Et ça me fait penser à un mouvement que je viens de découvrir de scientifiques de tous les pays, enfin de très très nombreux pays, qui s'appellent les convivialistes, et dont le but c'est de montrer que justement le plus précieux, c'est ça, c'est être ensemble, vivre ensemble. Et quel challenge, hein, Oui, que se vivre ensemble. Moi, j'ai été assez bousculée aujourd'hui par ce défi de la relation et
je voulais partager à mon compagnon quelque chose de potentiellement confrontant pour lui, enfin, qui était une critique ou quelque chose où moi j'avais manqué euh, et avec délicatesse, mais aussi maladresse. Euh, il s'est défendu très rapidement, du coup, le but n'était pas du tout atteint. Et puis, évidemment, sa défense, moi, je me suis sentie attaquée. Et ensuite, le, le passage, bon, déjà, on a réussi à pas escalader jusqu'à l'explosion, on a progressé. Mais aussi un passage qui a marqué la reconnexion, c'est quand je l'ai senti plus disponible, on avait laissé un petit peu de temps pour... et je lui ai dit, j'ai l'impression de tout faire mal parce que j'ai en tête ce que je voudrais lui dire et puis de pas aller dans sa faille et de communiquer, mais du coup, je sur pense et donc je lui dis mais j'ai l'impression de tout faire mal et et il m'a dit ah, moi aussi je connais ce sentiment euh, et comment de partager à cet endroit de vulnérabilité et qui est plus de l'ordre de l'événement qui s'est passé, puis comment on s'est re-raté. Et en fait, de pouvoir refaire l'expérience de se retrouver. Et même si c'est pas sur le premier terrain et Hmm. que c'est, voilà, on n'a pas eu un accord de, ah bah oui, là, j'ai vraiment pas assuré. Finalement, ça tombe parce que il y a quelque chose qui se re-rencontre. Et je crois de refaire l'expérience euh, de ces retrouvailles, de cette réparation. Euh, Oui, la relation est plus importante que le fait d'avoir raison et ça permet justement de reprendre contact, de se reconnecter, d'être de nouveau ensemble justement. Et déjà ça, c'est fabuleux. Et déjà ça, c'est une forme de résolution oui. de la douleur, de la difficulté, de l'inquiétude, de l'interrogation. Mm. Je trouve de plus en plus, j'ai ce besoin de me sentir en lien, en profondeur. Je sais parler un peu en superficialité, pas forcément de la météo, mais même les sujets extérieurs à ce que je vis ou ce que l'autre vit me paraissent souvent assez superficiels. Euh, Peut-être aussi un défaut professionnel, on a tellement accès à, à la relation et à l'authenticité du vivant dans nos métiers. Euh, et je crois que ces réparations me permettent de réinstaller, de faire l'expérience à nouveau de ah oui, c'est à cet endroit-là aussi, on peut se parler, on peut, on se retrouve pleinement. Et je crois que c'est à cet endroit-là que je retrouve ma sécurité dans le lien et que quand j'en fais pas suffisamment l'expérience, que je constate qu'on est à des étages différents pendant trop longtemps, euh, parfois ça se dérégule, parfois oui, parfois souvent, ça, ça se dérégule en moi, je perds ma sécurité et Oui, et ça c'est très important parce que en fait, nous sommes dérégulés très souvent du fait des relations et que peut-être c'est bon de faire disparaître le mythe selon lequel on devrait toujours être dans une forme de régulation ou
je sais pas, d'équilibre, d'harmonie, de savoir se débrouiller avec tout, de faire face, etc. Parce que finalement, c'est pas aidant du tout. Alors que si, quand je t'écoute, je me dis, bah oui, moi aussi, ça m'arrive tout le temps. Et finalement, c'est cette fluidité où on essaye de se retrouver soi, puis de retrouver l'autre, ou de se retrouver soi en retrouvant l'autre, parce que parfois ça va dans ce sens-là aussi, qui est plus, à mon avis, à accepter et à chercher et à proposer comme mode de justement de convivialité. Plutôt que de vouloir que les choses se passent bien, qu'on aille bien, qu'on sache se débrouiller, bon, bah oui, idéalement. Mais en fait, voilà. Oui, oui, j'aime bien que tu dises oui, idéalement. Et en fait, dans la vraie vie, c'est pas l'idéal. Voilà, c'est différent. Et combien ça permet de retrouver euh, nos chemins vers la reconnexion, le Mm, rééquilibrage. mm. euh, une fois qu'on arrête qu'on arrive à arrêter de se dire ça devrait être autrement. Voilà. Et je suis d'accord avec toi, il y a quelque chose de fondamental dans la communication de, mais oui, en fait, la vraie vie, c'est messy, comme disent les Américains. J'aime bien Glennon Doyle, qui est une autrice américaine très, très authentique. Il y a aussi un podcast que j'aime beaucoup et qui parle du messy middle, le milieu chaotique, Mm. mélangé, Mm. peu clair et vivant. Et vivant, et vivant. Et je crois, oui, que, en tout cas, dans les croyances que j'ai beaucoup eues et qui s'apaisent, qui tombent, il y avait, évidemment, ça résonne avec mon perfectionnisme, mais quelque chose d'un idéal à atteindre, euh, qui serait clair et bien sur les rails ou voilà, qui serait pas confus, qui serait. Mais en fait, de plus en plus, euh, j'y vois là aussi quelque chose de figé, de pas en mouvement, de d'évoluant pas, euh, qui manque de vie. Voilà, voilà tout simplement. Parce qu'en fait, la difficulté, elle vient alors certes, du perfectionnisme, mais comme tu le dis, de l'idéal, c'est-à-dire que quand on est thérapeute ou quand on baigne dans la psychologie ou quand on est dans un parcours de développement personnel, il faudrait que ça porte ses fruits et que ça se voit et que on n'ait plus les difficultés qu'on avait avant ou qu'on aille presque toujours bien, etc., etc. Et cetera. Et en fait, je crois que ça nous dessert vraiment. Ça nous dessert de, de nous efforcer, de nous forcer à vouloir aller bien quand ça va pas, à vouloir être clair quand on n'est pas clair, à vouloir que ce soit rangé quand c'est désordonné. Et que tout ça, tu as raison, c'est figé, c'est pas vivant. Il vaut mieux un joyeux désordre très vivant. Je le sens là déjà. Un joyeux désordre très vivant, c'est voilà, il y a de l'effervescence, il y a de l'épaisseur, il y a ça bat comme le cœur, ça pulse. Ça me fait penser à pour moi aussi, t'entends redire désordre, il y a quelque chose qui s'est mis à foisonner. Euh, et ça me fait penser à quelque chose que me disait ma thérapeute euh, en associant sur mon prénom, Flora, qui en anglais est la flore, donc l'ensemble
des fleurs et des végétaux et combien moi j'ai fantasmé d'être une seule fleur, bien, Ah, bien définie, bien claire. Et, euh, et donc, on parlait et elle disait que j'étais un massif. Et ensuite, c'était intéressant parce que je lui ai dit, mais massif, il y a cette notion de rigidité encore et de bloc. Donc, comment transformer? J'ai dit, bon, je suis un jardin anglais, une permaculture. voilà, un jardin anglais, une permaculture, c'est important qu'on soit ça, parce que comme ça, il y a de la biodiversité aussi, et que on est plus riche et plus proche de nos ressources, et plus, oui, plus vivant quand on est dans la biodiversité, dans notre propre biodiversité. J'aime respirer et comme si je voyais mon jardin avec des petites pousses en bourgeons et puis d'autres, comme cet écosystème Mm, peut fonctionner là maintenant. mm. Et Et en pour plus, toi, c'est quoi? la, ré- Pardon. ce qui est beau dans la réalité du jardin, c'est que on jardine. Il y a des temps différents. Il y a des temps où on jardine, et dans le jardinage, il y a des tâches très différentes aussi. Mais il y a aussi des temps où on se repose dans le jardin, des temps où on s'y promène, des temps où on simplement on le contemple, on l'admire, on l'apprécie, et des temps où on n'y est pas. Et pourtant, le jardin continue à vivre sa vie. Hmm. Et je me dis que on n'a pas besoin de le faire visiter, on n'a pas besoin d'en cueillir les fleurs pour les offrir et les montrer. Et je crois que c'est un peu à cet endroit-là que je me questionne en ce moment. Et donc, c'est intéressant d'être en train de faire cette vidéo avec toi, qu'on va mettre sur YouTube et partager, comme si bah, là, on faisait un bouquet en direct de nos jardins et qu'on choisit de montrer visible. Et pour moi, cette question de respecter, de vouloir respecter mon rythme et vraiment un désir de l'intérieur vers l'extérieur, à conjuguer à conjuguer avec quoi? Non, à conjuguer avec rien. Sans doute que quand je dis là, je me dis bah voilà, il y a tout. C'est vraiment, mais combien je tends vers ça et que c'est un chemin et que parfois euh, je me fais prendre plus par une injonction, et monte tes fleurs, et puis parce que ça doit servir au monde, parce que... Et avant, ça a bougé. Avant, j'avais quelque chose de... euh, comme si profiter de mon jardin intime, ça n'avait pas assez de sens. Il fallait que je le traduise en texte ou en peinture et puis que je partage. Euh, et là, je vois que ça a bougé, que j'y vois plus de sens et que du coup, il y a cet espace pour m'interroger, intérieur, extérieur, qu'est-ce que j'ai envie de garder pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de d'offrir. Oui, oui, ça me parle beaucoup à plusieurs niveaux. Le premier, c'est que je me disais, peut-être qu'on n'est pas seulement en train de montrer les fleurs de nos jardins, peut-être que même on n'est pas tellement en train de montrer quelque chose, mais plus vivre cet échange dans le don,
dans le don qu'on se fait l'un à l'autre et la possibilité de l'offrir à celles et ceux qui, dans leur délicatesse aussi, dans le temps qu'ils prendront, qu'elles prendront, pourront le partager à leur tour, et que on montre aussi comment on jardine et comment on se promène et comment on se laisse porter par ce jardin. Et autre chose, en t'écoutant, moi j'ai beaucoup de mal à trouver un sens à ma vie, à donner un sens à ma vie. Je sais même pas si c'est trouver, donner. Et comme on en parle beaucoup depuis quelques années, ça m'interroge. Je me dis, bah, comment ça se fait que moi j'arrive pas à trouver, donner, avoir un sens pour ma vie. Et en fait, je me dis, mais, ou sans mais, je me dis, si j'aime, si je vis dans l'amour, ça trouvera, ça donnera, ça sera un sens. C'est-à-dire que je pense que en ce qui me concerne, là, très personnellement, moi j'ai besoin de lâcher cette question du sens de ma vie pour la vivre. Et ce que je souhaite, c'est de la vivre dans l'amour. Et la façon dont ça fleurira ou dont ça portera du fruit, après tout, je ne suis même pas sûr que ça m'appartienne. Ça se fera, ça viendra, ça émergera. Les mots sont comme une petite pluie fine. Hmm. Je, comme si mon regard intérieur voyait la- l'herbe qui devient plus verte en moi, euh, quelque chose du vivant qui circule encore plus. Et oui, je fais comme ça avec mes mains parce il y a quelque chose de pétillant, euh, qui ancre aussi. Mm. Et j'observais que presque je me force là à parler parce qu'il y a une part de moi qui voudrait juste goûter. Oui, écouter et être, et où finalement, effectivement, écouter et être, c'est encore plus important que parler. Parce qu'écouter et être, je l'ai senti là dans ta respiration, ça permet le déploiement encore plus net, le déploiement encore plus fort de notre être, de notre âme, de notre conscience, de notre champ énergétique ou électromagnétique, et que on a besoin de ces moments-là où ce déploiement se vit. On n'est pas en train de faire quelque chose ou de produire quelque chose oui, ou même d'expliquer quelque chose, mais simplement on vit et on est avec soi ou avec l'autre dans ce vivant-là. Et je sentais aussi combien euh, j'aime, je suis en train d'aimer juste enfin, quand quand je suis en silence, il y a quelque chose qui me permet que ça se déploie sans limite. Euh,
Oui, et je crois fondamentalement que quand ça peut se déployer sans limite, quand ça se déploie sans limite comme ça, c'est là qu'on est vraiment dans les souhaits de Gandhi, qui nous demande encore aujourd'hui d'être le changement qu'on veut voir pour le monde, d'être en soi, d'être pour soi, d'être soi-même le changement qu'on veut voir dans le monde. Parce que là, ça me semble éminemment tangible. Ça reste délicat, ça reste fin, nuancé, subtil, voilà, très ténu ou en tout cas quasi imperceptible, pas imperceptible, quasi imperceptible. Et pourtant, voilà, depuis tout à l'heure, le contact au début et puis maintenant le déploiement, on sent à quel point c'est ça qui est juste. C'est ça qui est juste pour tous les humains et je dirais même pour tous les vivants parce que les animaux et les végétaux sont comme ça aussi, d'une autre façon. Et que je crois, et là je pense pas être idéaliste, je crois que quand on se laisse être et vivre, c'est simple. Mhm. Et c'est bon. Tout le travail, c'est pour se laisser être Mm, et vivre, hein. Mhm. C'est fou comment ça nous demande de l'effort de lâcher. Ça nous demande mm, de l'effort de pas faire d'effort. mm. C'est un autre type d'effort. Parce que quand tu disais ça, l'effort de lâcher, je pensais à un très beau livre qui s'appelle Le violon intérieur. Je crois que l'autrice, c'est Dominique Opnaud. C'est un livre des années 80 ou 90, dans lequel elle explique à quel point, alors elle part du zen, enfin c'était bon, toute la mouvance de l'époque, hein, du zen, du tir à l'arc, etc. Et que c'est pareil pour la musique, et à mon avis c'est pareil pour tout, hein, non seulement tous les instruments, mais aussi le chant, la danse, le théâtre, et au-delà de ça, tous les arts, et au-delà de ça, tous nos métiers, pas simplement de thérapeute, mais autres. C'est que quand on est vraiment présent, tout en faisant confiance à ce qui est même dans le mystère que je ne sais pas, qui est là mais que je ne sais pas, parce que je suis vraiment dépassé par ce qui est. Cet effort de laisser être ce qui est, ce n'est pas le même effort que les autres. C'est plus c'est plus de l'ordre de l'ouverture, de la disponibilité, de la surprise, c'est difficile à préciser, mais c'est bien plus léger en fait. Et c'est vraiment bon que tu poses des mots, que tu t'y efforces et en même temps que tu t'y es tendre parce qu'il y a, ouais, que tu t'y es douce. Je cherche le, le contraire de, tu vas pas en force. En Mm. fait, il y a cette approche, cette délicatesse dont tu parlais. Et je crois que, et peut-être la boucle sur ce avec quoi on a commencé, de rencontrer un être qui est dans cette présence-là, comme c'est le cas quand on commence notre entretien et que je descends
en moi. Euh, pour moi, c'est une des clés. Je sais que j'ai accès à cette résonance parce que la pratique est, mais ô combien le lien de te connaître et de passer ce moment ensemble euh, me permet euh, de, de me poser, de me déposer, de me laisser me déposer. Voilà. C'est plus une facilitation, une permission, bon, pas dans le sens moral, mais permettre, un laisser être ou laisser advenir qui est finalement, pas comment dire, mais une, je sais pas, j'ai le mot loi qui vient, même si c'est peut-être pas le bon mot, une loi cosmique, une loi de la vie ou une des caractéristiques fondamentales de la vie. Si je laisse être, la vie est puissante et elle est partout. Elle est aussi en toi, en moi, entre nous. Si nous laissons être, il se passe beaucoup de choses. Oui, et quand je t'entends dire il se passe beaucoup de choses, j'ai une pensée émue pour la Flora du passé, que ça devait terriblement effrayer qu'il puisse se passer beaucoup de choses. Et ça me touche. Parce que de, de se laisser ressentir tout cet amour que je ressens là, et je peux, ce sont les mots de maintenant, hein, évidemment que j'avais pas ce regard-là, mais quelque chose de d'impossible à contenir, évidemment. Et donc l'intuition que c'est impossible à contenir et en même temps, dans le fonctionnement que j'avais à ce moment-là, une nécessité absolue de contenir et de, et donc, une impossibilité là. Oui. En même temps, c'est une belle préparation de ce qui advient maintenant, c'est-à-dire ce besoin de te préserver en contenant ce qui, à l'époque, avait besoin d'être contenu. C'est déjà une belle conscience, c'est déjà beaucoup d'amour pour soi, du mieux que ce que tu pouvais faire pour être, toi. Pour moi, c'est une merveilleuse préparation et c'est peut-être là aussi qu'on a cette ouverture, cette réceptivité à encore plus d'amour pour soi et d'admiration pour soi en se disant, ah oui, c'était comme ça et j'ai fait ça et je me suis débrouillé comme ça ou j'ai vécu comme ça parce que c'était ma façon à moi à ce moment-là de vivre cette réalité. Et c'est dans notre épaisseur. C'est pour ça que c'est fabuleux de vieillir. Oh oui, Oui, ce que tu dis là me rappelle une expérience forte que j'ai vécue en thérapie personnelle.
en parlant de moi dans ma vingtaine. Et, et à ce moment-là, j'ai dit et ressenti, j'aurais souhaité pour elle qu'elle puisse faire autrement, que ça puisse être plus doux. Hmm. Et il y avait vraiment beaucoup d'amour dans ce regard-là, alors que c'est très récent que je peux regarder la Flora de cette période-là avec avec compassion. Il n'y a pas de plus, une fois qu'elle est là. Oui, moi aussi, ça me touche énormément et ça fait singulièrement et puissamment écho à notre discussion du 13 janvier quand on s'est retrouvés à Paris avant de parler tous les deux devant les autres, ou dans ma thérapie personnelle aussi, j'ai pu mesurer combien maintenant je peux le dire au passé, je manquais de compassion pour moi-même, non pas parce que je ne voulais pas, non pas parce que je pensais que c'était bien d'être dur, mais parce que malgré mon souhait d'être plein de compassion pour moi-même et qui j'ai été, l'homme plus jeune, le jeune homme, l'adolescent, l'enfant, le bébé, mais je n'y arrivais pas. Et chemin faisant, donc depuis le mois de janvier, dans mes séances de thérapie personnelle, il s'est passé des choses et notamment quelque chose de très fort. C'est qu'est revenu un souvenir où j'étais perdu, donc plusieurs fois un souvenir où j'étais perdu. Je me suis perdu, bon, comme beaucoup d'enfants se perdent, au marché, dans une grande poste, etc. Et en revisitant, en revivant ce souvenir où j'étais perdu dans la poste, ma thérapeute à un moment m'a proposé que l'homme d'aujourd'hui, l'adulte d'aujourd'hui, pouvait aller réconforter le petit garçon de 2 ans et demi. Ce que j'ai fait, je me suis accroupi, en m'accroupissant, en étant à sa hauteur, en l'enveloppant, ce qui a déjà calmé l'angoisse du petit, enfin la mémoire de l'angoisse du petit. Mais il s'est passé quelque chose d'absolument magnifique et merveilleux. C'est que le petit de 2 ans et demi est allé consoler le bébé. Ça s'est fait spontanément. J'ai eu des images, parce que bon, j'ai été abandonné bébé, et c'est le petit de 2 ans et demi qui est allé consoler le bébé. Et j'ai eu ces images qui ont duré longtemps de caresser la joue, prendre la main, puis de voir le bébé se réveiller, se réchauffer, sortir de ce gel, de cette pétrification, qui était là, présente dans mes thérapies depuis très très longtemps, ce bébé qui savait pas comment faire, quoi. Et c'est pas l'adulte qui est allé le consoler, c'est le petit garçon. Et pour moi, dans mon histoire à moi, c'est vraiment un passage, j'en ai des frissons et des vertiges. Un passage absolument fabuleux de sentir que spontanément, si moi, adulte, je me suis occupé du petit, le petit enfant a pu s'occuper du bébé, et comme une espèce de remise en circulation des énergies, de la vie, de l'amour, et comme ça va mieux depuis. Comme c'est bon de les voir, de voir ce petit garçon approcher ce bébé. Dans toute cette vitalité, cet amour non réfléchi, quelque chose qui j'ai l'impression là que comme tu partages, tu me donnes l'occasion de les embrasser tous. Merci. Oui, de même que moi, je serre chaleureusement, fortement, amicalement dans mes bras la plus jeune Flora qui faisait comme elle pouvait et qui contenait ce qu'elle avait besoin de contenir. Ah,
c'est très émouvant pour moi et fascinant de voir les voyages dans le temps que notre esprit, âme peut faire. Enfin, parce que cette jeune Flora a trouvé beaucoup de réconfort dans un de tes livres sur l'hypersensibilité. Et il y a quelque chose où Hmm. c'est vraiment en train d'être rejoint Oui, dans le passé par notre lien qui existait aussi déjà là, oui, quelque part. Ouais. oui. Comme le temps comme le temps vécu est merveilleusement libre. Il n'est pas séquentiel et chronologique et c'est autre chose le temps vécu. C'est merveilleux quand on peut comme ça, dans tous les exemples qu'on donne là, sentir à quel point on baigne dans l'océan du temps. On baigne chacune, chacun singulièrement, mais aussi ensemble dans l'océan du temps et de la mémoire. Mm. Et à quel point vraiment cette phrase de Ah, mais c'est le passé, on peut plus rien y faire, n'a aucun sens dans cette dimension-là. C'est ça exactement. Et là encore, là je fais un vœu pour toi, pour moi, dans nos thérapies, dans les thérapies que nous menons avec nos patientes et nos patients, mais pour tous les êtres humains, qu'ils soient en thérapie ou pas d'ailleurs, c'est que cette dimension du temps dilaté, du temps vécu, puisse s'ouvrir à chacune et chacun, pour pouvoir y naviguer, pour pouvoir y fluctuer, pour pouvoir y créer tout ce qu'on a besoin d'y créer, et pour pouvoir aimer tout ce que nous sommes et avons été et serons. Merci, chère Flora. Merci pour ce partage. Je crois que la vérité, la vraie vérité, pas la vérité philosophique, mais la vraie vérité, ou religieuse, qui n'existe pas d'ailleurs, mais la vraie vérité, c'est celle du partage, de la connivence, de la convivialité, du vivre ensemble, de l'écoute, de la présence. Et que moi je sens, là dans tout cet échange, à quel point nous avons grandi en vérité. Ouais. Merci. Merci. Merci.